Il s'agit de quoi? Il s'agit de vous parler cette nuit-là des tractations de Dramane Ouattara. Il a décidé de traquer le président Laurent Gbagbo. Il a décidé de pourchasser le président Laurent Gbagbo. Il a décidé de mettre aux arrêts le président Laurent. Nous avons des nouvelles que nous allons essayer de partager avec vous. Voilà, c'est une information que j'ai reçue, mais je vais pas garder ça pour moi, je vais essayer de partager avec vous. Situation de prise d'armes ce jour à la GIE. Le général Apalo, bras séculier du roi Dramane III, envisage les jours prochains convoquer l'aide de camp de l'ex-président Laurent Gbagbo pour une soi-disant réunion. Est-ce que vous comprenez? Donc, le général Apalo a les entourés. Vous savez, dans la garde rapprochée du président Laurent Gbagbo, ses aides de camp, il y a des éléments de la garde républicaine, et puis il y a des éléments de la gendarmerie, et aussi, enfin, il y a des généraux et il y a des éléments de la police nationale. Alors, il y en a qui voient une dizaine de personnes, d'éléments autour du président Laurent Gbagbo. Et puis ils se disent, mais il n'est plus chef de l'État, il n'est plus président de la République, pourquoi il a tous ces gardes du corps, par-ci, par-là? Mais il faut qu'on vous donne l'information. Vous savez, à l'époque du président Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, quand je dis à l'époque du président Laurent, quand il était encore président de la République de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo avait demandé au président feu Henri Konan Bédié de revenir après le coup d'état de Gueye, de rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'il était exilé. Il a dit aussi à Alassane Dramane Ouattara de rentrer en Côte d'Ivoire. Les deux étaient exilés. Donc, quand le président Laurent Gbagbo a demandé à Henri Konan Bédié et à Alassane Dramane Ouattara de rentrer en Côte d'Ivoire, les deux ont souhaité avoir plus de garanties et plus de sécurité. Ils ont demandé deux choses. La première des choses, c'est leur sécurité, leur protection. Et puis la deuxième des choses, c'est la rénovation de leur domicile. Parce que feu Henri Konan Bédié a dit que son domicile a été saccagé quand Gueye Robert prenait le pouvoir. Alassane Dramane Ouattara dit quand Gueye Robert Lagbé aussi, il s'est trouvé que lui aussi son domicile a été saccagé. Donc il a besoin qu'on puisse rénover son domicile. Si je me rappelle bien encore les chiffres de feu Henri Konan Bédié étaient à 2 milliards, un truc comme ça. Pour Alassane Dramane Ouattara, c'est pas entre 3 milliards, 4 milliards. Le président Laurent Gbagbo a compris. Et en plus de ça, ils ont demandé une dizaine de gardes du corps. Ils ont dit, feu Henri Konan Bédié a demandé 10 gardes du corps. Alassane Dramane Ouattara, j'ai failli dire feu Alassane Dramane Ouattara. C'est lui-même qui devait être dans les feux là, mais bon, c'est pas le moment d'abord. Donc, Alassane Dramane Ouattara a demandé 10 gardes du corps. Et ces 10 gardes du corps que chacun a demandé, c'est leur choix. C'est-à-dire, c'est à eux de choisir leur garde du corps. Donc, voici comment. Voilà. Tu t'en rappelles, Siena Canon. Voici comment, cher ami, le président Laurent Gbagbo a dit, mais c'est un petit problème. Pour votre sécurité, bon, la Côte d'Ivoire, à ce moment, était en train de rembourser ses dettes. Et la Côte d'Ivoire faisait beaucoup d'économies grâce à notre port qui était dirigé par Gossio, mais qui avait la douane avec Niamey-Konan. L'argent rentrait. Les recettes douanières étaient en bonne croissance. Vous comprenez? Il y avait une croissance économique qui avait commencé à se mettre en place grâce aux vrais économistes, grâce aux vraies personnes qui ont géré cette économie-là. Le président Laurent Gbagbo a dit, on va vous amener l'argent, vous allez rénover vos maisons.
les 10 gars du corps que vous demandez là, au lieu de vous donner 10 de votre choix, je vais vous donner 20. Laurent Gbagbo a multiplié 10 par 2. Les amis, allons-y, acclamez Gbagbo Laurent, mettez des cœurs. Je vais vous dire, parce que quelque chose est en train de se passer, il faut que vous le sachiez. Gbagbo Laurent a multiplié les gars du corps, et ils ont demandé 10. Et à leur choix. Et dans tous les corps d'armée. Mais Gbagbo Laurent a dit, au lieu de 10 là, peut-être même 10 là, vous allez trouver même que ça ne suffit pas. Je vais vous donner 20. Je multiplie vos 10 par 2. 20 gars du corps chacun. Et les gars du corps, vous pouvez les choisir vous-même. Vous pouvez les choisir vous-même. C'est comme ça que Alassane Dramane Ouattara a reçu ses 4 milliards ou combien là pour rénover sa maison. Le feu Henri Konan Bédié a reçu 2 milliards pour rénover sa maison. Et 20 gars du corps a été octroyé à chacun à leur demande. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils appellent les gars. C'est comme ça qu'on a attrapé ceux qui étaient derrière Alassane Dramane Ouattara. C'est comme ça qu'on a su que, parce que Alassane Dramane Ouattara n'est pas comme Henri Konan Bédié, il n'est pas comme Laurent Gbagbo. Alassane Dramane Ouattara, lui pour lui, c'est comme on appelle, c'est prendre les personnes qui sont au RD, c'est-à-dire les blacros là, de l'armée là, les prendre, les mettre autour de lui. Lui, son histoire de rattrapage ethnique là, c'est pas aujourd'hui il a commencé ça, hein. C'est pas maintenant, hein. Il y a longtemps qu'il a commencé ça. C'est-à-dire, il a pris les gens dans l'armée qui étaient proches de son parti RDR. Donc, il était en train de dévoiler. C'est pour ça qu'on dit le président Laurent Gbagbo est spécial. S'il était méchant, les gens que Ouattara a pris là, on allait les répertorier et puis les arrêter, ou bien les mettre en prison, ou bien les dire en cachette, ou bien... Non, il n'a pas fait ça. Akissi Jean Madou. Gbagbo Laurent n'a pas fait ça. Ouattara a choisi ses gars du corps qui sont plus tard devenus des rebelles. Ceux qui sont entrés dans la rébellion, là, il y a beaucoup qui étaient les gars du corps de Alassane Dramane Ouattara. C'est pour ça que vous avez trouvé au milieu des rebelles, des anciens militaires. Vous avez trouvé au milieu des rebelles, des anciens gendarmes. Vous avez trouvé au milieu des rebelles, des anciens policiers, parce que Ouattara les avait déjà recrutés pour sa sécurité. Il les avait déjà pris pour sa sécurité. Et la majorité, il n'y a pas un qui est quitté dedans qui dit que moi, je ne rentre pas dans la rébellion. Eux, tous ont suivi Ouattara dans la rébellion. Vous comprenez? Donc, quand le président Laurent Gbagbo revient de la haie, comme il avait déjà mis, parce qu'en leur donnant des 20 gars du corps, là, il a prévu ça pour tout, c'est-à-dire dans la loi, tous les chefs de l'État, d'anciens chefs d'État, doivent avoir, comment on appelle, des gars du corps, une vingtaine de gars du corps. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gars du corps autour du président Laurent Gbagbo là. Alassane ne pouvait pas faire autrement que de laisser ce que Gbagbo Laurent a tracé comme ligne. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme ce sont des gars du corps, ils sont détachés par l'armée. Ils sont détachés, si ce sont des militaires, les gars de la République, ils sont détachés par leur commandant d'unité. Vous comprenez? Et le commandant d'unité lui-même qui est à son supérieur, qui est le chef d'état-major, le chef d'état-major lui-même qui est le ministre de la Défense. Donc, ils ont décidé, comme le commandant supérieur de la gendarmerie, qui a des gendarmes qui ont été détachés aussi au niveau du président Laurent Gbagbo, la police nationale avait Kouyaté. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de rappeler ces gars du corps à une réunion. Donc, je vous lis, c'est pour ça, c'est pour Apalo. Voilà. Il a décidé, il envisage les jours prochains de convoquer l'aide des camps de l'ex-président Laurent Gbagbo pour une soi-disant réunion. Cette action sera juste une ruse d'Apalo afin d'écarter l'aide des camps du président pour envoyer un commando à la résidence du président Gbagbo et de réquisitionner tous les téléphones des occupants de sa résidence. Je continue, j'ai fini de lire et puis on va, pour que ceux-là réquisitionnent tous les téléphones des occupants de sa résidence. Motif de cette invasion au domicile du président, le pouvoir en place n'arrive plus à capter. Les conversations du président
Gbagbo au téléphone puisqu'il ne le fait plus. Le président du PPACI a opté pour les comptes rendus physiques avec ces hommes, posture qui agace le pouvoir en place. Avant le vendredi, les hommes en armes projetteront de barricader la résidence du président afin de le couper de tout contact physique. Un communiqué sera produit le vendredi 10 octobre par le pouvoir en place pour lancer des préélections, motif qui sera évoqué pour suspendre la marche du Front commun prévue pour le samedi 11 octobre 2025. Voilà ce que prévoit Alassane Draman Ouattara et ses suppôts. Donc, voici comment, cher ami, Alassane Draman Ouattara, sans aucune vergogne, a décidé de s'emparer du domicile du président Laurent Gbagbo. Vous vous rappelez de ce qu'ils ont fait à Feu Henri Konan Bédié? Tapoter, les amis, tapoter. Il dit, ça monte pas, c'est 3000, c'est pas normal. Une seule personne qui tapote depuis. Il faut tapoter, vous tous. Tapez sur l'écran du téléphone. Faites monter le mercure. Voilà, faites monter le mercure. Donc, les amis, on ne peut pas... Alassane Draman Ouattara, qui à l'époque, chez Feu Henri Konan Bédié, avait barricadé la maison. Il avait voulu couper Henri Konan Bédié de tout le monde. Il avait voulu couper Henri Konan Bédié du monde extérieur. Et puis, espérer que un des blacros qui faisait partie de la police allait venir arrêter, humilier Henri Konan Bédié. Mais le fait même qu'ils ont barricadé autour de la maison d'Henri Konan Bédié, jetant des gaz lacrymogènes dans la cour, les amis, c'était une manière de ridiculiser Henri Konan Bédié. Celui-là même qui a remplacé son père, Houphouët-Boigny, dans le cadre de, comment on appelle, dans le cadre du Front commun, dans le cadre des prix Nobel. Parce que c'est Henri Konan Bédié qui donne les prix Nobel. Donc, quand il y a prix Nobel, c'est eux qui s'en vont là-bas. Attendez. Voilà. Donc, les amis, voici comment il s'appelle. Alassane Draman Ouattara avait barricadé chez Feu Henri Konan Bédié, l'humiliant, démontrant au monde entier que Henri Konan Bédié n'était que l'homme de lui-même. Vous comprenez? Pourtant, dans les règles de la Côte d'Ivoire, ils ont l'immunité. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas venir barricader chez lui, l'intimider. Mais Alassane Draman Ouattara a fait ça. En Côte d'Ivoire, là, c'est le seul qui a réussi à faire ça à Henri Konan Bédié. Et c'est cette humiliation. Il voulait faire Tidiane Thiam. Il voulait humilier Tidiane Thiam. C'est parce que Tidiane Thiam s'est retiré. Sinon, Tidiane Thiam, il n'allait pas aller attraper Gbagbo. C'est Tidiane Thiam, il allait chercher à arrêter pour l'humilier. Parce que lui, il dit qu'il est oufouetiste, mais toute la famille d'Oufoué, là, pour lui, c'est... En fait, il faut qu'il humilie eux tous. Voilà, toutes les personnes qui viennent de chez Houphouët-Boigny doivent être humiliées par Alassane Draman Ouattara. Ça, c'est la mission qu'il s'est donnée, qu'il doit faire. C'est ce qu'il a décidé de faire. Vous comprenez? Donc, là, comme Tidiane Thiam n'est pas là, il demande à Aparo parce que il ne peut pas venir sur place et puis trouver le commandant qui est l'aide de camp du président et puis vouloir l'intimider ou bien par son grade, il ne peut pas venir le faire. Le président Laurent Gbagbo étant un ancien président, il ne peut pas venir comme ça débarquer chez lui comme ils veulent. Donc, ce qu'ils ont fait à Henri Konan Bédié, c'est ce qu'ils veulent faire au président Laurent Gbagbo, venir l'humilier. C'est-à-dire récupérer tous les téléphones portables parce que ils se demandent comment le président Laurent Gbagbo communique, avec qui il communique, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte, pourquoi on n'entend pas parler. Ceux qui ont mis ici écoute là, pourquoi on n'arrive pas à entendre la voix de Gbagbo dedans. Donc eux, ils veulent comprendre le système, le style de Gbagbo, comment il communique, avec qui il communique, sur quoi il compte. Parce que jusque là, au moins s'ils avaient les écoutes téléphoniques, ils allaient savoir sur quoi il compte, avec qui il parle, pourquoi il est si sûr de lui.
Mais là, ils n'ont pas. Et puis, on approche des élections. Et puis, Gbagbo dit que on va marcher. Donc, eux, là, ils se posent des questions sur quoi le président Laurent Gbagbo compte. Sur quoi le président Laurent Gbagbo compte. Donc, ils vont envoyer des gens au domicile. Donc, s'il y a des personnes ici qui entendent cette vidéo, parce que, vous savez, le président Laurent Gbagbo, il me suit. Si des personnes attendent cette vidéo, si lui-même, il attend cette vidéo, voici les nouvelles. Voici ce que les gens ont décidé de faire. Aller chez lui, prendre des téléphones portables de tout son entourage, ses gardes du corps, les personnes qui sont civiles, mais qui sont dans son périmètre de sécurité. Ils vont récupérer leurs téléphones pour aller fouiller dedans. Pour aller fouiller dedans. Parce qu'ils se demandent, c'est le téléphone de qui il prend pour appeler. C'est le téléphone de qui et avec qui il communique. Parce que jusqu'à présent, ils ne trouvent pas. Ils vont aller voir quels sont quels sont les matériaux ou les matériels qu'il a chez lui pour brouiller les antennes d'écoute là. Ils sont en train de se... Tout ça là, c'est ce qu'ils veulent venir vérifier. Mais ils vont donner des prétextes farfelus pour faire cela. Donc, voici les nouvelles. Mais nous, ce que je vais vous dire, c'est que le monsieur Alassane Dramane Ouattara que vous voyez derrière moi ici, c'est TikTok là. Voilà. Il faut que Facebook voit. Et tourner. Voilà. Alassane Dramane Ouattara, voilà, pour que ça reste sur la vidéo Facebook. Alassane Dramane Ouattara que vous voyez, qui, comme par hasard, en quelques semaines des élections, a décidé d'augmenter le prix du cacao, le prix du café. Voilà ce que Alassane Dramane Ouattara a décidé de faire. Augmenter le prix de nos matières premières. Il a même envoyé des experts pour que les gens puissent aller expertiser nos espaces, nos terrains miniers, pour voir. Ils doivent rechercher l'or, l'uranium, le manganèse ou l'uranium, rechercher, comment on appelle, le cobalt. C'est-à-dire, il a envoyé des nouvelles personnes pour venir expertiser, pour chercher l'or, afin d'appeler les investisseurs. C'est-à-dire 2025 là, mois d'élection là, c'est là il commence à libérer, à vouloir libérer nos matières premières, nos matières minières. Il veut donner ça aux étrangers pour que on puisse sécuriser son pouvoir, on puisse le sécuriser pour son 4e mandat. Est-ce que vous savez ça? Alassane Dramane Ouattara veut faire son 4e mandat, donc il est en train de mettre tout en vente. C'est-à-dire il est en train de libérer tout aux étrangers pour que ceux-là le sécurisent, ceux-là le protègent. Voici pourquoi il a appelé une unité d'experts pour venir fouiller nos sols, pour venir chercher à voir s'ils peuvent trouver, s'ils peuvent trouver de l'or, s'ils peuvent trouver du diamant, s'ils peuvent trouver du manganèse, s'ils peuvent trouver toutes ces choses pour qu'ils puissent signer des contrats, des marchés avec des gens. Voici les informations que vous devez savoir. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que des cris. Depuis quelque temps, je sens ce silence s'épaissir au-dessus de notre pays, comme un voile de peur que personne n'ose nommer. L'élection présidentielle approche, les discours s'enchaînent, les alliances se dessinent, mais derrière les mots, je perçois cette inquiétude sourde, ce frisson que tant d'Ivoiriens connaissent, celui du danger qui plane sur ceux qui osent dire non. La mort du président Henri Konan Bédié a bouleversé le pays. Certains ont parlé de hasard, d'autres de destin. Moi, j'y ai vu le rappel brutal de notre fragilité, celle d'une nation qui n'a jamais vraiment refermé ses plaies, où la mort d'un leader politique ranime aussitôt les peurs et les soupçons. Parce que nous avons trop vu, trop vécu, trop perdu pour ne pas trembler à chaque fois qu'un grand nom s'éteint dans la tourmente. Et aujourd'hui, à la veille de cette élection incertaine, mon esprit se tourne vers un autre nom, Laurent Gbagbo. Pour beaucoup, il reste une figure politique, pour d'autres, un symbole, une mémoire, un repère dans la tempête.
Qu'on l'aime ou qu'on le conteste, nul ne peut nier que son histoire est indissociable de celle de la Côte d'Ivoire moderne. Et c'est pour cela que la question de sa sécurité, de sa vie même, dépasse sa personne. Elle touche à l'âme même de notre démocratie. J'ai peur, oui. Pas d'un ennemi visible, mais de cette atmosphère qui s'installe doucement, où tout devient possible, même l'impensable. J'ai peur que la politique, chez nous, soit redevenue un champ de bataille plutôt qu'un espace de débat. J'ai peur que le pouvoir confonde encore une fois la contradiction avec la menace, la dissidence avec la trahison. Nous avons déjà connu ces heures sombres où les opposants disparaissaient, où les mots coûtaient cher, où l'on apprenait à se taire pour survivre. Et je me demande, avons-nous vraiment tiré les leçons du passé? Ou bien sommes-nous condamnés à rejouer sans cesse le même drame, avec d'autres acteurs mais le même scénario? Je repense à Laurent Gbagbo, cet homme qui a connu la prison, l'humiliation, l'exil. Et pourtant, à son retour, il n'a pas prêché la vengeance. Il a parlé de réconciliation, de vérité, de mémoire. Il a rappelé que la paix n'est pas l'oubli, mais la justice. Et que la Côte d'Ivoire ne peut se construire sur la peur et le silence. Mais voilà que la peur revient. Elle se glisse dans les conversations, dans les cafés, dans les familles. On murmure les noms, on évite les sujets sensibles, on regarde autour de soi avant de parler. Comme si l'histoire se remettait à tourner à rebours. Et moi, citoyen ordinaire, je me dis, si même les voix historiques, les anciens chefs d'État, ne sont pas en sécurité, qu'en est-il de nous, simples citoyens? Ce climat d'angoisse est un poison lent. Il ronge la confiance, il étouffe le débat, il pousse chacun à se réfugier dans la peur ou l'indifférence. Et pendant que le peuple s'inquiète, le pouvoir affiche une sérénité de façade, parlant de stabilité, de progrès, de paix retrouvée. Mais la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est aussi la liberté de parole, la sécurité des consciences, la possibilité de rêver sans craindre. Je ne veux pas revivre 2010. Je ne veux pas voir encore une fois des familles déchirées, des frères opposés, des corps sans nom dans les rues. Je ne veux pas que la Côte d'Ivoire continue de payer le prix de l'ambition de quelques-uns. Je veux croire qu'après tant d'épreuves, nous avons grandi. Que le pouvoir d'Abidjan, quel qu'il soit, a compris qu'aucune victoire n'est durable si elle se bâtit sur la peur. Je ne parle pas ici pour défendre un homme, mais une idée, celle de la justice et du respect de la vie humaine, quelle que soit l'appartenance politique. Car si l'on peut craindre pour un ancien président, que dire alors de l'étudiant militant, du journaliste critique, du simple citoyen qui ose questionner? Un pays qui ne protège pas ses voix discordantes finit toujours par s'étouffer lui-même. La mort de Bédier, qu'elle soit naturelle ou pas, devrait être pour nous un avertissement. Le temps est venu de sanctuariser la vie politique ivoirienne. Plus jamais de sang versé pour des idées. Plus jamais de morts suspectes. Plus jamais de pouvoirs si fragiles qu'ils se sentent menacés par une parole différente. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où les opposants ne sont pas des ennemis, mais des gardiens du débat. Où l'État protège ses anciens présidents comme les symboles vivants de la République. Où la justice n'est plus un instrument de vengeance, mais le socle de la confiance. Je sais que beaucoup, comme moi, partagent cette angoisse silencieuse. Ils aiment leur pays, mais ils ne reconnaissent plus sa voix. Ils voudraient croire aux institutions, mais leurs souvenirs les en empêchent. Et pourtant, au fond de moi, je garde cette petite flamme, celle de la dignité ivoirienne, celle du peuple qui se relève toujours, même quand tout semble perdu. Laurent Gbagbo n'est pas éternel. Aucun leader ne l'est. Mais les idées qu'il incarne, la souveraineté, la dignité, la résistance à l'injustice, sont plus fortes que la peur. Elles ne peuvent être étouffées ni par la mort, ni par la répression, ni par le mensonge. Elles vivent dans chaque Ivoirien qui croit encore que son pays mérite mieux que la peur et la soumission. À quelques mois de cette élection décisive, j'appelle au sursaut de conscience. Que le pouvoir garantisse la sécurité de tous, sans distinction. Que l'opposition reste digne, unie, vigilante. Que la jeunesse se souvienne de l'histoire et refuse de se laisser manipuler par la haine. L'avenir de la Côte d'Ivoire ne se jouera pas seulement dans les urnes, mais dans le courage collectif de dire « plus jamais ça ». Plus jamais de sang pour des ambitions personnelles. Plus jamais de mort pour des querelles de pouvoir. Je veux croire que nous pouvons encore éviter le pire.
Que les dirigeants, quels qu'ils soient, comprendront que la grandeur d'un pays ne se mesure pas à la force de ses armes, mais à la sécurité qu'il offre à ses fils. Et que la vie de Laurent Gbagbo, comme celle de tout citoyen, doit être sacrée, protégée, respectée. Parce que derrière ce nom, il y a une histoire, une mémoire, une lutte, et surtout un peuple. Et ce peuple-là, le peuple ivoirien, a déjà trop souffert pour accepter qu'on lui vole encore une fois la paix. Alors je me tiens debout, en silence, face à mon pays. Je regarde vers 2025 non pas avec naïveté, mais avec détermination. Et je me dis que tant qu'il restera en nous la volonté de parler, de veiller, de défendre la vérité, la Côte d'Ivoire ne mourra pas. Non, elle ne mourra pas. Elle renaîtra de la mémoire, du courage et de l'espérance. Et peut-être qu'un jour, nos enfants pourront enfin dire, ils ont su protéger la vie, même quand la peur voulait la détruire.